Sud Radio 10h midi, débat. Les débats avec vous sur Sud Radio, avec Régis de Castelnau. Bonjour Régis, avocat. Bonjour votre blog Valérie. Vue du droit, votre livre Une justice politique. Mathieu Schenk, directeur associé chez BVA Nudge Unit et cofondateur de Délit d'opinion. Bonjour. Bonjour Geneviève Gotzinger, bonjour. Vous êtes communicante et présidente de l'agence Image. Et Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte. Bonjour à vous. Honneur et patrie. Honneur et patrie à vous également. 27 migrants meurent au large de Dunkerque. Un drame sans fin. Chacun se renvoie la faute. Comment mettre fin à ces tragédies? Covid, nouveau tour de vis. Est-ce que c'est un pass vaccinal qui ne dit pas son nom? Puisque vous avez peut-être entendu que parmi les mesures, alors ça me fait toujours sourire, qui ont fuité, on apprend que le pass sanitaire ne serait valable, le pass sanitaire, oui, le test PCR ne serait valable que 24 heures. Et puis Nicolas Hulot, à nouveau accusé d'agression sexuelle, il annonce quitter la vie politique. On va parler de sa stratégie de communication, de devancer le reportage qui sera diffusé, l'enquête qui sera diffusée ce soir sur France 2 dans le cadre d'Envoyé spécial. Tous ces sujets avec vous. Mathieu, commençons avec vous. Bah oui, parce que je viens de voir Sophie Cluzel quitter le plateau de Sud Radio. Effectivement, c'est un coup de cœur pour un café français qui a été inauguré au Portugal il y a quelques jours, avec notamment Sophie Cluzel, mais également le roi du Portugal. Ce café, il s'appelle le Café Joyeux. C'est la première fois que le Café Joyeux s'exporte en dehors de France. Et la particularité de ce Café Joyeux, c'est qu'il emploie des personnes qui sont en situation de handicap, qu'elles soient trisomiques, autistes. Beaucoup, et puis, ce qui est fabuleux, c'est que cette histoire, elle a commencé en 2017 en France. Il y a déjà plusieurs Cafés Joyeux. Il y en a à Paris, à côté des Champs-Élysées. Il y en a du côté de l'Opéra à Paris. Il y en a aussi, je crois, à Rennes, à Lyon. Je crois qu'aussi un Café Joyeux va ouvrir. Et la particularité de ces Cafés Joyeux, c'est que des personnes en situation de handicap sont embauchés, sont formés en CDI, et surtout ça favorise les rencontres entre les personnes en situation de handicap et les consommateurs, les clients, puis une partie du personnel, du staff aussi, qui n'est pas en situation de handicap. Donc un immense coup de cœur. Ce type d'initiative, elle a rayonné parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de restaurants qui sont en train d'employer la même démarche. Et au-delà de ce coup de cœur, je crois, et Sophie Cluzel en a parlé également, il faut que la période qui s'ouvre soit un moyen aussi de parler davantage du handicap. Les chiffres qu'on a sont assez incroyables. Il y a quand même 11 millions de personnes qui sont en situation de handicap. Il y a aussi 11 millions d'aidants. Quand on rapporte ça à la population française, on voit bien que la situation, la question du handicap, elle transcende tout. C'est bien ce dont on voulait parler avec elle, justement, sur le fait qu'on n'en fait peut-être pas assez, même si elle a pris les choses, et je pense que c'est la ministre, encore une fois, qui a été la plus efficace depuis de nombreuses années, mais on part de très très loin. On part de très loin. Il y a plein de questions qui vont se poser, qui doivent être posées lors de la campagne présidentielle. D'abord, comment on fait pour davantage d'inclusion? Café Joyeux en initiative, mais il y a d'autres points aussi. Il y a les questions administratives. Une écrivaine qui s'appelle Clara Dupont-Mono a écrit un plaidoyer pour raconter le parcours du combattant pour les parents, afin d'avoir des aides, avec des imbroglios administratifs qui sont immenses. Il y a aussi une autre question qui se pose, c'est quand on est parent d'enfants handicapés et qu'on disparaît, comment s'assurer que la société soit là? Et donc il y a des propositions qui sont mises en place, qui sont portées aujourd'hui à droite notamment, pour que la pension de réversion puisse être donnée à l'enfant handicapé. Bref, il y a aujourd'hui plein d'initiatives qui sont en chantier, qui doivent faire l'objet d'une réflexion collective de la société française, parce que on le dit souvent, c'est à la façon dont on traite les plus fragiles qu'on voit la dignité d'une société, et je pense que ce débat-là, il peut au contraire nous rassembler. Et ben voilà, on a eu Attendez, Jacques, mais vous répondrez après, on est obligé de Non, c'est pas une réponse, c'est un appui. Oui, vous êtes d'accord avec tout ce qui vient d'être dit? Oui, mais il faut quand même rappeler que le premier qui a lancé justement la prise de conscience sur le handicap, ça a été Jacques Chirac. Et là, on revient de très loin. C'est ce que je disais à Madame Cluzel, qu'à l'époque, on avait énormément, je me souviens sur LCI, traité de ce sujet, et il y a encore beaucoup de choses à faire. On se retrouve dans un instant avec vous pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio 10h midi,
Débat. Avec vous sur Sud Radio pour les débats jusqu'à midi, avec aujourd'hui Jacques Miard, maire LR de Maisons-Laffitte, Régis de Castelnau, vous êtes avocat, votre blog Vue du droit et votre dernier livre Une justice politique est paru aux éditions L'Artilleur, Mathieu Schenk, directeur associé chez BVA Nudge Unit et cofondateur de Délit d'Opinion, et Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image. Vous êtes communicante. On va parler de Nicolas Hulot qui a précédé l'enquête de France 2 qui sera diffusée ce soir dans le cadre d'Envoyé spécial. 5 femmes apparemment qui l'accusent d'agression sexuelle, de viol. 27 migrants qui meurent au large de Dunkerque. Comment finir avec cette situation insoutenable? Et puis Covid, un nouveau tour de vis, un pass vaccinal qui ne dit pas son nom. On en parle avec vous. On continue notre tour de table. Remarque d'un de nos auditeurs, Olivier, qui dit l'autisme à propos des cafés joyeux. Moi, je n'ai pas pu accéder. On a refusé ma candidature et l'autisme reste certainement l'un des handicaps les moins visibles ou les moins acceptés en tout cas. Alors, on continue notre tour de table. Peut-être Régis ? Alors, je vais reparler de justice politique. Oui. Hier, la Cour d'appel de Paris a rendu une décision dans l'affaire Tapie. Ouais. Quiconque s'était penché, ce qui est mon cas, sur le dossier, quiconque avait assisté aux audiences de première instance, quiconque avait pris connaissance de la décision qui avait été rendue à l'époque, c'est-à-dire une décision de relax général. Et les médias la presse qui avait assisté était parfaitement convaincue du caractère normal de cette décision de relax. Eh bien, hier, la Cour d'appel, sur les mêmes faits, a pris une décision radicalement inverse avec des peines de condamnation très lourdes. Bernard Tapie est aujourd'hui décédé, mais il y a quand même lieu de s'interroger sur ce qui se passe. Comment peut-on partir d'une situation pour arriver exactement à l'autre extrême? Alors on va me dire, mais c'est normal, c'est le double degré de juridiction. Non, malheureusement, je pense pas que ce soit normal. Je pense qu'il s'agit là de décisions à caractère politique. Il y a des rapports de force qui se font. Toutes ces affaires politiques qui défraient la chronique, pour la plupart, ont été instruites par un magistrat qui s'appelle Serge Tourner. Aujourd'hui, il y a un enjeu, il s'agit de ne pas le désavouer, et malheureusement, le droit recule face aux impératifs politiques dans des décisions des plus hautes juridictions, puisque la Cour d'appel de Paris est une des plus hautes juridictions nationales. Donc voilà, c'était simplement... Quelle démonstration ou quels enseignements vous en tirez? J'en tire ce que j'ai mis 600 pages à raconter, puisque j'ai raconté un processus, c'est que effectivement, là, en l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé avec l'affaire Tapie? Bernard Tapie, que j'appréciais pas particulièrement, a été victime d'une escroquerie du Crédit Lyonnais il y a maintenant 25 ou 30 ans, et comme la procédure était interminable, il y a eu recours à un arbitrage. Bien, cet arbitrage a pris des décisions, effectivement, sur la base de sommes très importantes, mais c'était les enjeux de ce procès. Après l'arrivée de François Hollande à l'Élysée, il a été question de démonter tout ça. Et c'est donc la mission qui a été confiée à un certain nombre d'institutions et de magistrats qui ont fait ce travail. Et aujourd'hui, la décision de relax général, qui était l'évidence, cette décision de relax général de première instance, était gênante au plan politique. Je vous rappelle qu'il y a également actuellement François Fillon qui est jugé en appel, et moi je suis pessimiste pour ce qui va lui arriver, parce qu'il s'agit en fait de justifier ce qui s'est passé en 2017, où une opération judiciaire a permis la disqualification du candidat de droite qui était le grand favori. Donc c'est cette façon, enfin on ne peut être que stupéfait. Une décision de relax, 3 magistrats, après une audience très longue, etc. Et hop, on se retrouve avec une décision qui dit exactement et radicalement l'inverse. Écoutez, j'ai 49 ans de pratique professionnelle, je n'ai jamais vu un tel phénomène entre la première instance et l'appel. Oui, Mathieu. Non, moi je veux juste saluer sur le fond du dossier, je peux pas me prononcer.
saluer la dignité, je trouve, de Stéphane Richard, le patron d'Orange, qui a pris la décision de quitter l'entreprise. Alors évidemment, les règles tacites avaient été dictées en 2018 par Bruno Le Maire. Ce dernier avait indiqué, en tant que ministre de l'économie et donc en tant qu'actionnaire minoritaire d'Orange, que si un des dirigeants était condamné, il devrait se retirer. Ce qu'a fait Stéphane Richard. Et je note également que les partenaires sociaux, les syndicats, ont eu des mots très mesurés, soulignant probablement la bonne qualité et la bonne tenue de Stéphane Richard en tant que, dorénavant, ancien président d'Orange. Oui, contraint de quitter, vous l'avez dit. Oui, moi je partage ce qu'il vient de dire. Rien de plus à ajouter là-dessus. Oui. Oui, non, allez-y. Non, rien de plus à ajouter là-dessus. Tout à fait d'accord avec Jacques Miard. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est qu'effectivement, on a certains magistrats, je dis bien certains parce qu'il faut être prudent, parce qu'il y a des gens remarquables dans la justice, tant du côté de la justice administrative que judiciaire et civile. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a certains magistrats qui sont engagés dans un combat politique. Ça, c'est indéniable. Et je crois qu'il est temps que la justice retrouve de la sérénité. Moi, personnellement, c'est un grand service public qui est nécessaire à une démocratie, mais parfois, il y a des dérives. Il y a des dérives. Je voudrais vous citer, écoutez-moi bien, je voudrais citer quelles ont été, lors du dernier conseil de la cohabitation avec François Mitterrand, de la prise de parole qu'il a faite à propos des magistrats et des procureurs. Et ça, c'est l'ancien garde des Sceaux qui me l'a rapporté, pas simplement à moi, mais à d'autres, donc les faits sont avérés. Il a dit, mesdames et messieurs, c'est mon dernier conseil des ministres, je souhaite vous dire quelques mots. Et il dit, 1, ne donnez jamais l'indépendance aux procureurs. 2, les juges ont foutu en l'air la royauté, ils foutront en l'air la République. Eh bien, je vais vous dire, ce sont des propos qui viennent du président Mitterrand que j'ai combattu sur le plan politique, mais il y a des moments, je crains fort que ça soit la vérité. Je le dis comme je le pense. Et donc, il est urgent que la magistrature retrouve la sérénité totalement objective dont on a besoin, à charge pour le politique de lui donner les moyens de travailler correctement. Ça, alors, il faut lire le livre de Régis. Hein. Et utiliser, mon cher Jacques, le terme impartialité, indépendance, etc., tout ça, c'est bien, sérénité sûrement, mais ce ne sont que les outils de l'impartialité. Or, aujourd'hui, elle est battue en brèche. Est-ce qu'un homme peut être impartial ? Enfin, quand je dis homme, un homme, une femme... C'est la justice des hommes. C'est la justice des hommes. C'est la justice, un être humain. Et j'embrasse toutes les femmes. Oui, absolument. Eh bien, écoutez, Valérie, vous faites bien de poser cette question. Je réinterviendrai dans ce qui concerne Nicolas Hulot, parce que justement, cette question de la confiance dans la justice est fondamentale. Et bon, je dirais ce que j'en pense. Geneviève Gotzinger, un coup de gueule. Oui, alors c'est sûr cette première décision qui n'est pas encore prise puisqu'ils ne sont pas encore au pouvoir du prochain gouvernement allemand de banaliser, de légaliser la consommation du cannabis. D'abord, avant mon coup de gueule, je voudrais dire quand même bravo à l'Allemagne qui a montré ses capacités de se positionner en vraie démocratie apaisée en Europe, avec une alternance paisible, calme, avec des débats politiques qui n'ont pas été hystérisés, comme ça va être sans doute le cas chez nous pendant la campagne présidentielle. Mais bref, donc que le SPD, FDP et Grünen au pouvoir prennent comme l'une de leurs premières décisions va être la légalisation du cannabis, je trouve que c'est un très très mauvais signal pour toute l'Europe. De mon point de vue, il est assez immoral pour un État de se faire de l'argent, de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État à partir d'un produit qui comporte un risque d'accoutumance. Et on sait qu'il y a un risque d'accoutumance. Vous savez ce qu'on vous répond, chère Geneviève, l'alcool. On va me répondre l'alcool, le tabac, oui, effectivement, mais c'est pas parce qu'il y a l'alcool, le tabac qu'il faut rajouter. Voilà. Bah oui. Par ailleurs, là, on n'est pas dans le thérapeutique, on est dans le récréatif, donc c'est d'autant plus grave. Il y a un exemple qui est celui des Pays-Bas, donc c'est un deuxième contre-exemple.
exemple. L'un des arguments qui est souvent avancé, c'est on va mettre fin à certains trafics. De toute façon, ça existe, il y a des trafics, donc là, en légalisant, finalement, on gérera, on arrivera à contrôler davantage l'utilisation. En fait, c'est pas vrai. On s'aperçoit, par exemple, au Canada, que les trafics continuent, et donc ça change rien qu'il reste parallèlement à cette consommation légale, un marché noir. Donc c'est mauvais exemple pour toute l'Europe. Oui. Mais c'est pire que ça. Oui, pardon, Jacques Miard. Non, je suis pas encore Geneviève. Non, pas encore. Voilà. Non, mais c'est pire que ça, parce qu'en réalité, dans le cannabis, comme vous l'avez dit, ça n'empêchera pas qu'il y a la surenchère, et que notamment le THC, si mes souvenirs sont monte au point, bon souvenir. Bon souvenir, à 35%, à 35% je dirais de concentration, faible, mais qui est une drogue forte. Et partout, comme vous l'avez très bien dit Geneviève, partout où on a légalisé, il y a eu la surenchère et derrière, on monte en puissance dans toujours des trafics. Donc, c'est une faute. Mais vous savez, du côté de l'Allemagne, contrairement à ce que vous avez dit, le problème est que cette proportionnelle réduit, vous savez, franchement, la démocratie. Parce que même Merkel a dit il faut le savoir, a dit à Macron, surtout n'introduis pas la proportionnelle, parce que ça défait des majorités, etc. Et donc ça, c'est pas. Vous savez, c'est la blague qu'on dit notamment en Allemagne. Je vais vous la raconter parce qu'elle est très bonne. C'est l'histoire de deux personnes du CDU qui se rencontrent dans la rue et qui disent bonjour. Guten Tag, mein Herr, c'est-à-dire bonjour monsieur. Ensuite, vous avez deux types du SPD qui se rencontrent et ils disent Guten Tag, Genosse, c'est-à-dire camarade. Et enfin, arrive le FTP qui a fait la bascule et à chaque fois, les deux types se disent bonjour monsieur le ministre. Donc ce n'est pas véritablement quelque chose que l'on peut accepter et on va voir où ça mène. Mais ça se terminera mal. Les coalitions contre nature. Parce que franchement, celle-ci, elle est franchement contre nature. On va voir ce que ça donne. On ne va pas faire de débat sur l'Allemagne, mais... Juste une phrase, c'est toujours sain l'alternance dans un pays et au bout de 16 ans de gouvernement conservateur, c'est pas mal, c'est une alternance social-démocrate libéraux verts. Allez. Avec du FDP au milieu. Enfin, allez, on marque une pause et puis Jacques Miard, je ne vous ai pas oublié, vous aurez votre coup de gueule. On parlera de Nicolas Hulot également. À tout de suite. Débat. Les débats avec vous, avec nos invités aujourd'hui, Régis de Castelnau, Mathieu Chaigne, Geneviève Gotzinger et Jacques Miard. Jacques Miard, vous aviez un coup de gueule. Oui, et c'est un coup de gueule qui n'est pas un coup de gueule corporatiste, mais qui est un coup de gueule sur l'efficacité de l'État et de la diplomatie française. Vous avez sans doute vu que le président de la République, qui se méfie soi-disant de tous ces hauts fonctionnaires et ne veut gouverner qu'avec eux, a d'une part commencé par supprimer l'ENA tout en maintenant sous un institut national du service public et a décidé que le Condorcet n'aurait plus un recrutement ad hoc. Écoutez, c'est une belle sottise. Le Quai d'Orsay, oui. Oui, et je vais vous dire une chose, c'est que je peux dire que moi, j'ai voulu entrer en diplomatie lorsque j'étais à la fin de la 3e, fils d'ouvrier, et que j'ai tout fait pour y arriver. Ça n'a pas été si facile que ça, j'ai mis 2 fois, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, vouloir dire qu'il n'y a pas de spécificité dans le Quai d'Orsay, ça rejoint un certain nombre de présidents de la République qui se sont toujours méfiés des diplomates parce qu'ils pensent qu'ils savent mieux qu'eux. Mais il y a un moment, il faut quand même se garder de ce péché d'orgueil. Et on a vu combien le président de la République actuelle, mais comme ses prédécesseurs, ça a commencé d'ailleurs avec Valéry Giscard d'Estaing qui voulait faire de la diplomatie et qui s'est fait berner par Brejnev. Eh bien, si de temps en temps ils écoutaient un peu mieux les gens qui savent, les gens qui passent leur temps dans des pays difficiles, ils feraient moins de fautes. Parce qu'aujourd'hui, vouloir supprimer, notamment pour les cadres d'Orient, notamment pour le cadre général, la volonté, je dirais le choix déterminé d'un certain nombre de nos concitoyens à devenir diplomates, eh bien c'est une faute qu'on va payer très cher. Regardez la diplomatie soviétique. Ils commençaient très bas, ils montaient en puissance et ils savaient tout. Et c'est la raison pour laquelle un type comme Gromyko
était un expert sur le domaine européen et c'était un négociateur hors pair parce qu'il avait l'expérience, parce qu'il avait la durée dans les emplois. Donc aujourd'hui, on est en train de casser le Quai d'Orsay. C'est une honte, c'est une faute. Bon, bah c'est dit, c'est dit. Valérie, je voudrais ajouter quelque chose. D'abord, une petite précision historique à Jacques concernant la Russie. Ils ont une tradition diplomatique très ancienne, antérieure à la Révolution d'octobre, et aujourd'hui, ils ont un décor diplomatique les meilleurs du monde. Ils ont un ministre, Lavrov, qui est un type, mais c'est vraiment le haut du panier. Donc, effectivement, c'est un métier. Ce ne sont pas des amateurs. C'est une école. Bon, et surtout, alors moi, j'ai un deuxième réticence, c'est que le choix va être du copinage. On le voit déjà avec les ambassadeurs nommés au tour extérieur. C'était François Mitterrand qui avait nommé son dentiste aux Seychelles. Hein. C'était effectivement assez intéressant comme gage. Ou au début, quand l'écrivain, vous savez, Besson, je crois, qui avait fait un livre extrêmement géographique sur le président, Macron, et qui avait été nommé consul. Non, il avait été envisagé, mais il avait été obligé de faire machine arrière. Je trouve que c'est une mesure démagogique et qui va ouvrir la voie à des dérives que par avance, je réprouve. C'est-à-dire qu'on va, pour résumer, on va pouvoir nommer les petits copains, c'est ça? Bon, mais il y a toujours eu comme ambassadeur des personnes qui venaient. D'ailleurs, il y a eu Jean-Christophe Ruffin qui a été ambassadeur, qui est écrivain. Bon, non, mais ça a toujours existé, ça. Après, je pense qu'effectivement, qu'il n'y ait plus, enfin, le coup de gueule de Jacques, moi, je le partage totalement. Jean-Yves Le Drian a perdu un arbitrage là sur cette question très très clairement, et c'est aussi la marque d'une forme de déclassement de la France au niveau international, je trouve. Allez, on va passer à notre premier sujet. Donc, il concerne Nicolas Hulot, qui hier est allé sur BFM pour se défendre d'un reportage qui va passer ce soir sur France 2, dans lequel 5 femmes l'accusent d'agression sexuelle. Écoutez un extrait de ce qu'il disait hier sur le plateau de nos confrères de BFM. Ces affirmations sont purement mensongères. Ça n'a pas existé. Vous savez ce qu'on dit de vous, Nicolas Hulot? Un don Juan. Un homme à femme. Alors, charmeur, séducteur, don Juan, dragueur, harceleur, violeur. Et pourquoi pas, hein? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Où sont les preuves? Voilà, et puis cette interpellation de la présidente de France Télévisions, écoutez. Moi je dis ici, et je le dis notamment à Madame Ernotte, qui est la PDG de France Télévisions, pesez bien, je sais que cette émission sera diffusée, les conséquences irréversibles que cette émission, j'allais dire, dans une chaîne de service public, mais peut-être même de sévice public, pesez bien les conséquences sur un homme, sur une famille, sur une réputation, avant même que l'on ait pu établir les faits. Et encore une fois, j'insiste bien, vous me dites, vous auriez dû aller sur cette émission, mais au nom de quoi ? Voilà, donc venir avant le reportage quand on ne sait pas finalement de quoi et par qui on est accusé, c'est une méthode pour le moins étrange, Mathieu Cheng. Oui, bon, on est dans une situation où il y a un otage, ce sont les Français et les spectateurs, face à un dossier sur le fond qu'on ne peut pas évaluer, qu'on ne connaît pas, et dans lequel accusateur et accusatrices utilisent les armes médiatiques. Du côté des accusatrices, il y a une arme médiatique qui est celle l'utilisation d'une grosse émission avec Élise Lucet sur France 2. Du côté également de Nicolas Hulot, il a parfaitement compris qu'il doit lui-même poser les cadres du débat, donc il anticipe l'émission pour aller lui-même se rendre sur BFM et se poser en victime. Moi, je vais vous dire, je pense qu'il y a beaucoup de perdants dans cette histoire. D'abord, bien sûr, Nicolas Hulot est perdant. Je ne sais pas s'il est coupable ou pas, mais il est forcément perdant parce qu'il est accusé. Je trouve que ce qui est perdant aussi, c'est les femmes qui l'accusent sont déjà perdantes, bien sûr, si ces terribles faits sont révélés. C'est terrible aussi pour elles parce qu'elles sont maintenant dans la cour médiatique avec tous les Français en tant que spectateurs.
Et je pense que les médias ne devraient jamais se substituer à la justice. Alors on me dira peut-être que dans le dossier que je ne connais pas et que personne ne connaît, qu'il y aurait prescription. Je pense malgré tout que nous devons absolument éviter de faire ce raccourci, de juger dorénavant les gens à travers un tribunal médiatique, parce que c'est terrible pour chacun des parties ici. Alors, vous avez posé la question, on était hélas obligé de marquer une pause, on va y revenir dans un tout petit instant. À tout de suite. Sud Radio 10h midi. Débat. Les débats avec vous, nous parlons de Nicolas Hulot qui est venu se défendre avant la diffusion donc d'un reportage qui va être diffusé ce soir dans le cadre d'Envoyé spécial, 5 femmes qui l'accusent d'agression sexuelle. Donc vous parlez d'une certaine manière, Mathieu Schenck, de tribunal médiatique. J'entends beaucoup ça ce matin dans les médias. La question est, évidemment, les journalistes ne sont pas des avocats ni des juges. Néanmoins, le journalisme est aussi fait pour enquêter. Quand on parle, par exemple, je pense à l'affaire des corps de Paris Descartes, où une journaliste a révélé que des corps, qu'il y avait un véritable charnier. Personne n'a parlé de tribunal médiatique à ce moment-là. Mais il y a eu un dépôt de plainte ensuite. Mais ensuite... Sauf que c'est la journaliste qui a révélé cette affaire et que les faits étaient prescrits puisqu'on parlait de faits très anciens. Et c'est vrai que le tribunal médiatique, on emploie cette expression quand on parle d'un homme qui est accusé d'agression. Geneviève Gotzinger, vous avez pensé quoi? Parce qu'on ne connaît pas, personne n'a vu le reportage de France 2. En écoutant Nicolas Hulot, j'ai trouvé ça mais totalement irréel. Enfin, j'ai pas besoin de ça pour séduire, je suis super beau. Donc, enfin, c'est pas un argument. Après, de mon point de vue, sur un strict terrain de communication, il n'a pas tort de jouer la défausse, de se positionner en victime au lieu de... face à des accusations lourdes. Il se positionne aujourd'hui en victime, il rétorque, il se met un petit peu à l'abri, il se protège quelque part. Maintenant, ça c'est un positionnement en communication avant la diffusion, mais après il sera obligé de réagir. Il a dit qu'il ne le ferait pas, mais... Je pense qu'il sera obligé de le faire. Je pense que c'est une position qui ne pourra pas tenir sur le long terme. Mais attendons ce soir. Après tout, on ne sait pas exactement ce qui va être dit. Mais sa défense qui est de dire je ne suis pas moche et je n'ai pas besoin de ça pour violer des femmes est absolument irréel. Jacques Miard. Écoutez, moi, je ne pense pas être un bel homme. Donc, de ce côté-là, je ne dirais rien. Ouais. Ce qui est évident, c'est qu'il y a quand même dérive, parce qu'une fois que tout ça est parti dans les médias, et si l'homme derrière, ou la femme, parce qu'il y a aussi des affaires qui sont... Eh bien, c'est très difficile. De quoi? De femmes qui ont violé des hommes? C'est plus compliqué de violer des hommes. Le rétablissement de la vérité. De femmes qui ont violé des hommes? Non, c'est une dérive, c'est quand même une dérive qui existe, etc. Alors, vous allez me dire, c'est vrai que vous avez cité Valérie, la journaliste qui a dénoncé malheureusement ce qui se passait donc dans ces hôpitaux de Paris où les corps étaient entassés de manière ignoble, sauf que ce ne sont pas des vivants. C'est tout à fait lamentable, j'en conviens, surtout pour les familles, familles. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, lorsque vous jetez en pâture à travers des médias un homme, une femme, etc., c'est irrattrapable. C'est irrattrapable. Donc il faut quand même raison garder. Hein. Mais en même temps, il y a des gens qui ont été mis en cause dans l'affaire de Paris Descartes, en l'occurrence les différents doyens de la faculté qui se sont mis, qui ont été pointés du doigt. Donc c'est là-dessus qu'on peut aussi s'interroger. Quand il y a 5 femmes, alors effectivement, on va voir le document de ce soir. Maintenant, moi, je m'interroge sur Nicolas Hulot qui avait crié, hurlé à la diffamation quand l'affaire était sortie dans le journal Hebdo en disant qu'il ne se laisserait pas salir. Il a porté plainte en diffamation et il a retiré cette plainte une fois qu'il a eu connaissance du dossier que présentaient ceux qu'il poursuivait en justice. À savoir, ils apportaient des témoignages précis et concrets. Cette plainte a été retirée le 25 décembre. Je rappelle la date, le 25 décembre. Donc, lui-même qui reproche à ses victimes, ou ses présumées victimes, de ne pas porter plainte, lui-même ne porte pas plainte pour se défendre.
Je pose la question de cette attitude. Peut-être Régis. Valérie, tirer argument du fait qu'il n'a pas poursuivi sa procédure de diffamation, c'est pas un bon argument. Je suis désolé, ce sont des procédures compliquées. Si vous voulez, ça me fait penser à Morano qui avait poursuivi Guy Bedos parce qu'il l'avait traité de connasse et le tribunal avait relaxé Guy Bedos et naturellement tout le monde avait dit le tribunal a dit que c'était une connasse. Non, l'histoire de la diffamation. Attendez, c'est pas du tout la même chose. Moi, je vous attaque. Préalable. Si je vous attaque, oui, non, mais attendez, je sais pas du tout pourquoi il l'a retiré. Attendez, ce que je veux dire, pourquoi il l'a retiré parce que attendez, Régis, laissez-moi finir. Il l'a retiré parce que vous savez très bien qu'en diffamation, vous êtes obligé d'apporter la preuve que vous avez été diffamé. Donc c'est le fond qu'on juge. Donc c'est le viol. Mais non, attendez, non. La preuve en matière de viol est quand même très compliquée à apporter des années après. Tout à fait, c'est tout à fait exact. D'abord, ce sont des procédures extrêmement complexes. Vous avez l'offre de preuve, mais vous pouvez pas tout à fait avoir imputé des faits sans les établir, puisque c'était parole contre parole. Et à ce moment-là, on va vous vous donner la bonne foi et vous ne serez pas condamné. En même temps, moi je conseille à personne d'aller en diffamation. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez le réalisateur des Misérables, à qui on avait dit il a été condamné pour complicité de tentative de meurtre. C'était faux. Il a dit, c'était Causeur qui l'avait fait. Je fais une plainte en diffamation, et il avait raison sur le fond. Il avait raison, mais il l'a retiré. Pourquoi ? Parce que il n'avait pas du tout envie que les débats viennent dans une enceinte publique, etc. Bon, donc non, je sais pas ce qu'il en est. Moi, je vais faire deux préalables. Le premier, je tiens Nicolas Hulot pour un imposteur politique, médiatique, etc. Et deuxièmement, le mouvement MeToo, j'y suis plutôt favorable dans la mesure où effectivement, non, mais il faut que, si vous voulez, l'image de la femme dans le regard des hommes change. Voilà, ça c'est mon opinion. Bon, cela étant, on a un gros problème. Vous avez raison, Valérie. Les journalistes, quand ils font une enquête, quand ils pointent quelque chose, quand ils dénoncent un état de fait, ils s'instituent pas tribunal, ils font leur boulot. Et je trouve ça logique. On est dans une situation un petit peu différente là. C'est que la justice n'est pas intervenue pour des affaires parfois anciennes. Je crois qu'il y en a une qui a presque 21 ans qui s'est passée il y a 21 ans. Et donc, du prétoire où normalement ce genre de fait grave devrait être traité, on glisse vers l'espace médiatique. Le problème, c'est que l'espace médiatique, il n'a pas les mêmes règles. Il n'a pas les mêmes règles que l'espace judiciaire. Alors, tout à l'heure, vous disiez, est-ce que l'homme peut être impartial ? Non. Moi, je disais toujours à mes étudiants, il faut pas faire confiance à la justice parce qu'elle est rendue par des gens comme moi. C'est la raison pour laquelle il y a des règles. Collégialité, débat contradictoire, privilège des avocats, etc. Double degré de juridiction, donc qui permettent, et toutes ces règles, et en particulier charge de la preuve. J'entendais hier, je sais plus sur quelle chaîne, quelqu'un qui disait il faut inverser la charge de la preuve en matière d'infraction sexuelle. Mais enfin, c'est une barbarie. Surtout que on a tendance à dire, et je l'entends souvent, les règles de procédure, Charlotte Dornelas, sont là pour protéger les délinquants. Non, elles sont là pour protéger les innocents. D'abord et avant tout. Mais je sais qu'en France, on dit 10 innocents en prison, si ça permet qu'un seul coupable soit également en prison, c'est très bien. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors je reviens sur l'aspect. C'est pas exactement ça, mais donnez-nous le chiffre des condamnations pour viol. Sur le débat là, sur ce qui se passe. 1%. Allez-y. On sait très bien que ça va être un réquisitoire, le reportage de ce soir. C'est normal qu'il y ait débat contradictoire. Alors lui, là, tactiquement, moi, en matière de communication, je connais rien. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. En matière judiciaire, si. Mais là, il a été avant. Il a dit, il a défini et déterminé une stratégie de débat contradictoire dans l'espace médiatique. Effectivement, maladroit, pas maladroit. Aujourd'hui, que ce débat ait lieu m'apparaît quelque chose de normal. Ce que je voudrais
souligner quand même, c'est que c'est un peu, si vous voulez, un cheval, une alouette, quoi. C'est-à-dire quand vous avez à 1 heure de grande écoute, quand vous avez une émission extrêmement connue qui va porter sur des questions extrêmement délicates en plus, tout à fait délicates, je pense que le déséquilibre, il est total. Et pour avoir connu très souvent à titre professionnel des lynchages médiatiques, la mort sociale, ça peut être aussi et encore bien plus grave qu'une peine pénale. Oui, Valérie, il est exact que moi, si j'avais attaqué, et je l'ai attaqué cet homme, c'était parce que il préconisait, n'est-ce pas, l'écologie, et se balade dans des 4x4, etc. Voilà. Là, il y a des faits bien réels, et il est exact que, comme vient de le dire Régis, quelque part, il sait manipuler. Il sait manipuler. Et il a, notamment, en se donnant cette espèce d'aura d'écologiste, de défenseur de l'écologie, alors que se balader partout avec un bilan de carbone désastreux, ce n'est pas vraiment la preuve de défendre l'écologie. Maintenant, pour le reste, il faut être prudent, parce que vous avez raison, il profite des médias pour contre-attaquer. On va voir ce qui en sort, mais à mon avis, ça va être désastreux dans les deux cas. Vous parlez de déséquilibre. France Télévisions, Élise Lucet lui a proposé d'intervenir, de réagir dans ce documentaire, donc d'être à égalité d'une certaine manière. Alors lui dit qu'il ne sait pas ce qu'il y a dedans et que c'est pour ça qu'il a refusé, mais intervenir, et c'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, avant est pour le moins étonnant. Valérie, on lui a proposé de prendre la parole, mais c'est pas lui qui monte, c'est pas lui qui derrière va mettre en scène tout ce qui s'est passé. C'est un travail. Il y a une volonté de faire passer une conviction. Là, en l'occurrence, moi je suis sûr, je l'ai pas vu, mais je suis sûr que sous le masque de l'objectivité, on va avoir affaire à un réquisitoire. Mais alors, ça m'étonne que vous employez ce mot de réquisitoire. C'est plutôt une accusation plus qu'un réquisitoire. L'accusation, je crois qu'elle est claire, c'est des accusations de viol, si j'ai bien compris. Et le réquisitoire, c'est tout l'exposé de ce qu'on lui reproche, je suppose. Non, mais effectivement, déformation professionnelle. S'il n'intervient pas à chaud en amont sans avoir les accusatrices parce qu'il craint un montage de ses propos, il peut réagir après. Et le fait qu'il se refuse en amont de réagir après est quand même assez baroque, assez irréel de mon point de vue. Après, sur ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez complètement raison, c'est une véritable imposture en politique et qui sorte du jeu politique définitivement, ça ne sera pas une grande perte. Là-dessus, on est d'accord. Allez, on va changer de... Voilà, c'était notre question. Et puis on pourra le commenter demain une fois qu'on aura vu le reportage. C'est toujours compliqué de parler de ces choses-là. Voilà, bref. 27 migrants qui meurent au large de Dunkerque. La France ne laissera pas leur Manche devenir un cimetière, a affirmé hier le président de la République. 27 hommes, femmes, enfants qui ont péri à bord d'un canot. Les réseaux de passeurs sont en cause, évidemment. C'est ce qu'a dit également le ministre de l'Intérieur. 5 passeurs ont été arrêtés, sauf que la question est évidemment beaucoup plus large que cela, Mathieu Cheng. Oui, je pense que ce drame, il humanise ce qu'on met derrière le terme migrant, flux migratoire, parce qu'on voit que derrière, ce sont des hommes et des femmes. Ça me fait un petit peu penser à la photo de ce tout jeune enfant qui, en 2015 ou en 2016, avait été photographié mort, la face contre terre, et qui du coup avait stupéfié un peu l'opinion publique. Ça montre que derrière les termes, les nombres, ce sont des hommes et des femmes qui risquent leur vie. Au-delà de ça et de ce drame humain, je pense que il y a un enjeu aujourd'hui que reconnaît tout le monde, le retour des frontières. Il faut des frontières qui protègent, les Français, les Européens, des frontières qui protègent ces populations qui souvent sont également manipulées par des passeurs. Et donc, je parlais tout à l'heure du débat du handicap. Bien sûr qu'il y a ce deuxième grand débat qui est celui d'une protection européenne, comment on fait pour protéger les frontières européennes avec un Frontex qui marche enfin. Comment on fait également pour juguler la question du droit d'asile? Ça fait des années qu'on en parle. On n'arrive pas aujourd'hui à juguler ce droit d'asile et on n'arrive pas à faire repartir des personnes qui ont été déboutées du droit d'asile parce que les procédures sont trop longues. Donc aujourd'hui, les problèmes, ils ont été identifiés. Qui aura la volonté politique, et c'est pas forcément ceux qui gesticulent le plus qui l'auront,
pour à la fois retrouver le contrôle de ses frontières, protéger les frontières, protéger ces populations-là qui sont manipulées à des tarifs quelquefois qui sont délirants pour basculer sur des embarcations. Et puis ça signe enfin une nécessaire coopération entre les Français et les Britanniques sur la question de cette frontière. Aujourd'hui, ce sont les Français qui ont la responsabilité de cette frontière, avec notamment dans le cadre des accords du Touquet, je crois. Il conviendra de faire porter une responsabilité partagée plutôt que de se renvoyer la balle, parce qu'au milieu de la balle, il y a des migrants qui meurent. Ouais. Alors, petite pause et on continue à parler de ce drame et de ce que vous venez d'évoquer, à savoir question du droit d'asile, des frontières. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio 10h midi, débat. On revient avec vous sur ce drame, 27 migrants qui meurent au large de Dunkerque. Le président de la République, je vous rappelle sa phrase, la France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière. Ce sont des mots, évidemment, qui sont importants, mais néanmoins, que fait-on pour oui. Mais juste un mot. Ouais. Le président, il dit le contraire des faits. Les faits, ils disent les faits. Il montre que la Manche est un cimetière et le président dit le contraire de la réalité en fait. Et donc l'enjeu qui est crucial, c'est de dire comment on fait pour que ça ne se reproduise plus. Comment on fait pour que ça ne se reproduise plus ce genre de drame. Voilà. C'est la seule question qui se pose avec les points qu'on a évoqués à l'instant. Oui, moi je voudrais dire que c'est un problème de très long terme et de très longue haleine. Alors aujourd'hui, effectivement, on a tous les yeux braqués vers les passeurs et c'est vrai que les passeurs, c'est 1000 à 10 000 euros quand même pour des personnes qui ne possèdent rien. Donc bon. Et ça démarre en passant la Méditerranée, ça démarre par ça. Donc le vrai sujet, c'est le développement de ces pays. Le vrai sujet, c'est de ne pas pousser des personnes à se sentir obligées pour imaginer un avenir meilleur, bâtir quelque chose pour elles et leurs enfants, de devoir quitter leur pays. Le vrai sujet, c'est qu'ils puissent rester chez eux pour développer leur pays. C'est ça le fond de la question. Tant que vous ne vous attaquerez pas à cette question-là, qui est une question de fond, qui est une question sur le long cours, et que vous reportez toujours parce qu'elle est une question de long cours, eh ben vous aurez des migrants qui viendront crever en Méditerranée ou qui viendront crever dans nos mers sur des pauvres petits canaux, oui, voilà. En même temps, on est confronté aujourd'hui à cet afflux, Régis de Castelnau. Sans compter ceux qui hantent les différentes collines du Crac, sans compter les malheureuses qui rejoignent les réseaux de prostitution nigérians, etc. C'est-à-dire que la mort peut être au rendez-vous, mais il y a également une misère noire, et tout ça est quand même effrayant d'une certaine façon. Alors la question des passeurs et des réseaux, elle est très importante, me semble-t-il quand même. Surtout que dans les différents pays, rappelons-nous ce qu'avait fait Madame Merkel il y a 5 ans ou 6 ans, surtout que chez nous, il y a des gens qui sont des militants de l'arrivée, pas de frontières, Philippe Poutou, libre circulation des marchandises, des capitaux et des hommes, etc. Il y a quand même toute une espèce de frange dite décoloniale, enfin, ou ce que vous voulez, qui sont partisans de cette immigration. Alors, sur les solutions à court terme, moi, je vais pas prendre ça comme exemple, mais rappeler un petit précédent très récent. La Biélorussie, pour des raisons particulières, puisque c'était pour riposter à des sanctions qui lui étaient infligées, a monté une opération, je crois que c'est ça, monté une opération avec des réfugiés qui venaient d'Irak et du Kurdistan. La Pologne a dit niet. Et quand la Pologne a affiché sa fermeté, on a eu en Europe des gens qui l'ont vertement critiqué, à commencer par la présidente de la Commission européenne. Ils n'ont pas bougé. Le problème, c'est réglé. Alors, j'ai pas dit que c'était un coup de baguette magique et que c'était la seule solution, mais effectivement, les gens sont repartis. Loukachenko a renoncé à son opération, ou il a peut-être obtenu des contreparties, je sais pas. Toujours est-il que la fermeté des Polonais, de leur point de vue, a payé. Très bien, Régis. Alors, Jacques Miat. Oui, je voudrais revenir là-dessus, parce que on a accusé les passeurs, c'est exact. Surtout quand on apprend qu'il paraît-il, ils sont en Grande-Bretagne et ensuite ils recyclent le fric à la City. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est ce qui a été dit par Geneviève et surtout par Régis, c'est qu'en réalité, tous ces peuples où il y a une explosion démographique, où effectivement ils ont des difficultés pour vivre, parce que ce n'est pas toujours la guerre, mais c'est les conditions même de ces pays, donc il faut qu'ils se développent, mais ils lisent
à livre ouvert dans nos politiques. Et qu'est-ce qu'ils constatent? Ils constatent qu'il y a un certain nombre d'associations qui vont les aider. Ça va être dur au début, mais ils vont s'y retrouver. Donc, ils tentent leur chance. Donc, si on ne casse pas cet appel, et ça, c'est une politique qui doit être menée au niveau de l'Europe. Comment vous le cassez, cet appel? Eh bien, vous dites très clairement, urbi et orbi, si vous venez, vous repartirez. Et ça, je sais, il faut le dire, et Régis vient de prouver que dans la Biélorussie, lorsque la Pologne a été ferme, ça s'est arrêté. Parce que ça peut continuer ad vitam. Oui, mais personne ne veut les reprendre. Alors, et ils reviendront. Si, mais ça, attendez, faut arrêter ça, hein, parce qu'on peut très bien les reprendre. Les Espagnols, notamment, avaient mis en place toute une série de protocoles avec les États d'origine, et on y arrive. C'est une question de détermination, de cohérence politique. Parce que, ne vous trompez pas, si vous ne faites pas ça, ça sera continu. Ce sera continu. Parce que l'explosion démographique que vous avez notamment en Afrique est terrible. Donc il faut regarder ça en face et il faut casser l'appel. Pour réagir sur ce qui a été dit, effectivement, il y a d'abord en France une incapacité à ce que les personnes déboutées reviennent de leur pays d'origine. Il y a un bras de fer qui n'est pas mené aujourd'hui en France par rapport à des pays notamment du Maghreb qui ne reprennent pas leurs ressortissants. Et c'est inacceptable, mais notamment dans les pays du Maghreb. Et il y a un deuxième point qui est un peu un angle mort. J'entendais dans une radio concurrente un reportage stupéfiant d'une réalisatrice qui s'appelle Marie-Noëlle Niba, pardon. Et elle explique à quel point il est très dur de casser le mythe qui existe sur cet Occident qui serait un Occident paradisiaque. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces pays d'Afrique, il y a une espèce de mythologie que les gens entretiennent et que même les migrants entretiennent parce qu'ils ont du mal à dire que leur quotidien, ils ne veulent pas dire leur quotidien, ils ne veulent pas dire la vérité. Et lorsque ces migrants reviennent dans leur pays, dans leur village d'origine, ils sont rejetés par la communauté qui leur dit « Mais pourquoi tu es revenu alors que nous avons mis de l'argent sur toi? Pourquoi tu es revenu alors que tu es en train de casser notre rêve ?» Et donc, si on veut en finir avec une immigration qui n'est pas maîtrisée et qui est une immigration malheureuse pour tout le monde, il faut à la fois tarir, bien sûr, avec des règles qui soient strictes, mais il faut aussi casser cette espèce de mythologie entretenue qui ne montre pas la réalité de la porte de la chapelle ou des morts lorsque dans la vous avez des ONG qui sont complices de ce genre de choses, eh bien là, il y a problème. Parce que ça a été... On a bien vu et on a des preuves que, notamment en Méditerranée, certaines ONG ont fait commerce de rattraper un certain nombre de migrants pour les faire venir, au nom de leur idéologie. Et Régis l'a souligné avec force. Merci à tous les quatre. C'était fort intéressant. Et on n'a pas eu le temps de parler du Covid, mais je pense qu'on le fera demain. Les annonces devraient être faites aujourd'hui. On l'aime. Voilà. Allez, très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Et tant mieux qu'on n'ait pas pu parler du Covid. Voilà. Tant mieux. Il y en a marre. À demain. Merci.